Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo très particulière et assez exceptionnelle. Normalement, si je ne me suis pas trompé, aujourd'hui ça doit faire plus ou moins un an que Akira Toriyama nous a quittés. C'est le père de l'un, si ce n'est le manga le plus connu au monde. D'après les chiffres de 2021, il y avait écoulé plus de 300 millions de tomes Dragon Ball dans le monde. Et je pense, sans trop me tromper, que c'est l'un des mangas qui a fait tomber le plus dans la japonaiserie les otaku dans le monde entier. Cette vidéo est une lettre d'amour et aussi un hommage à un grand mangaka qui, moi personnellement, m'a fait tomber dans la potion magique des mangas. Elle est aussi motivée par le fait que l'année dernière, en début d'année, avec mes lives, j'ai organisé ce que j'appelle un petit marathon. En fait, je venais d'acquérir l'édition Perfect de Dragon Ball et je l'ai dit, bah tiens, je vais relire la Perfect Edition, comparer avec l'édition Pastel que j'ai toujours connue, et bon bah, au fil des tomes, il y a eu le décès d'Akira Toriyama, ce qui fait que le marathon a pris une autre saveur, et à la fin de ça, on m'a conseillé de dire « Eh tiens, ça te dirait de lire les one-shots !» Donc j'ai relu les one-shots, et puis j'ai relu les histoires courtes, et j'ai relu Dr. Slump, ce qui fait que, bah, en 2024, j'avais relu quasiment l'entièreté de l'œuvre de Akira Toriyama. Et je me suis dit que, fort d'avoir relu toute l'œuvre d'Akira Toriyama, pourquoi ne pas faire une vidéo qui reviendrait sur toute sa carrière? Parce que on parle souvent de Dragon Ball, mais il a fait d'autres choses. Et donc cette vidéo, c'est pour parler de ces autres choses. Et donc, commençons par le commencement avec le avant Akira Toriyama. On sait qu'il est né à Nagoya, dans la préfecture d'Aichi, qu'il a toujours aimé dessiner, mais ne se destinait pas forcément à être mangaka. Enfant, comme beaucoup d'autres enfants de son âge, il tombe amoureux du tokusatsu avec la série TV Ultraman ou encore les films de kaiju, style Godzilla ou Gamera, ainsi qu'une petite trilogie de science-fiction nommée Star Wars. Au lycée, il entre dans une spécialité art, mais ne souhaite pas forcément poursuivre sur des longues études. À la fin, il entre dans une agence de pub, mais il est tellement marginal en arrivant en retard à cause des pannes de réveil et avec une tenue débraillée qu'il gardera cet emploi pendant 3 ans. À 23 ans, il se retrouve au chômage. Il va tomber sur un concours de manga et participer avec des histoires comiques. Et il va essuyer plusieurs échecs, avec des titres difficilement trouvables aujourd'hui car jamais publiés. Awawa Lord sorti en 1977 et Mysterious Rainjack sorti en 1978. L'un des deux travaux est une parodie pleinement assumée par l'auteur de Star Wars. Il va, à cette époque, être supervisé par Kazuhiko Torishima, un éditeur du Weekly Shonen Jump. Il va ainsi publier son premier manga, une histoire courte nommée Wonder Island, ou l'île mystérieuse. Une histoire complète, loufoque, où l'absurde tutoie le stupide, où on va suivre d'étranges personnages, à commencer par une parodie de Tarzan qui va rencontrer dans le premier épisode un aviateur de l'armée japonaise, puis dans le second épisode une parodie de l'inspecteur Harry. Dans ce titre, Toriyama montre son amour pour la pop culture, ça foisonne de partout. Il montre aussi un certain affect pour le style Super Deformed. Dans son recueil d'histoires courtes, l'auteur racontera aussi que ces deux mangas ont été un échec. Il reviendra ensuite en avril 1979 avec l'île d'Arai ou Today's Arai Island, l'histoire de Kanta, un jeune garçon qui a mal aux dents, mais qui se retrouve à croiser des gens tous plus fous et incompétents les uns que les autres. On retrouve dans ce titre un paquet de personnages zoomorphes. On se rend aussi compte que l'auteur affectionne les endroits isolés ou la campagne, racontant pour la 3e fois une histoire sur une île. Il dessine aussi pour la première fois un combat d'arts martiaux, quelques années avant le début de son œuvre culte, Dragon Ball. En 1979, il produira aussi Inspecteur Tomato, ou en anglais Tomato Girl Detective. L'histoire de Tomato, une jeune détective dans une équipe d'hommes qui a du mal à se faire accepter. Le personnage principal, Tomato, avec sa coupe de cheveux et affublé d'une casquette, ainsi que son comportement en décalage avec son entourage, est une proto-Harale. Le personnage moins SD que le sera le vrai personnage. Il s'agit aussi du premier manga avec un personnage féminin fort dans l'œuvre de Toriyama. On arrive le 4 février 1980, Akira Toriyama
va débuter son premier grand succès, Dr. Slump, l'histoire de Sanbai Norimaki, un inventeur un peu farfelu vivant au village pingouin, qui va inventer un androïde du nom de Harale, qui va se faire passer pour sa petite sœur, sauf que cet androïde à la force démesurée va lui en faire baver. Pour avoir relu l'intégralité de Dr. Slump après mon marathon Dragon Ball, je confirme que j'apprécie beaucoup plus le Akira Toriyama dans l'humour, le calembour, la blague potache, que celui dans les arts martiaux et l'action. Par exemple, beaucoup critiquent le manque de logique dans la continuité de Dragon Ball, surtout avec l'arrivée de préquels et de sequels. Pourtant, dans Dr. Slump, il y a une continuité plutôt bien gérée. Des personnages ont des arcs narratifs développés sur plusieurs tomes. Des personnages introduits reviennent régulièrement et progressent. Typiquement, l'histoire d'amour entre Sanbai et Madame Yamabuki, ça débute avec des tentatives de date pour finir marié avec un enfant. Le personnage de Getchen qui devient plus complexe qu'un simple bébé volant qui mange tout. Le comble, c'est lors d'un chapitre où Sanbai invente une machine à couper les cheveux, ratée, qui va trop lui couper les cheveux. Et ben l'auteur va faire progresser de chapitre en chapitre la longueur des cheveux du docteur. C'est tout con, mais voir que, semaine par semaine, Sanbai ses cheveux y repoussent, je trouve qu'il y a une vraie logique. La série est aussi une immense lettre d'amour de l'auteur pour toutes ses passions, du tokusatsu au cinéma américain en passant par les arts martiaux. Pour comprendre tous les délires des séries à venir de l'auteur, Dr. Slump est pour moi indispensable, je dirais même plus, obligatoire à lire. Il faut savoir que parallèlement à la publication de Dr. Slump, Akira Toriyama va produire régulièrement, ou en tout cas une fois par an, un one-shot, donc une histoire courte. Il explique dans son recueil d'histoires courtes, dans le premier, que à l'époque, dans le Weekly Shonen Jump, donc le magazine qui prépubliait Dr. Slump et aussi Dragon Ball, que chaque année, il y avait un classement par les fans des 10 meilleurs auteurs du magazine. Et ceux qui étaient dans le top 10 devaient produire un one-shot. Pas de chance pour Toriyama, il était souvent dans le top 10. Ainsi, en mars 1981, il écrit Paula on Ride, l'histoire d'un chauffeur de taxi spatial qui va rencontrer une justicière. L'auteur développe ici sa première histoire dans l'espace. On ressent son amour pour des univers de science-fiction, à commencer par Star Wars. Ça reste tout de même dans la lignée d'un Dr. Slump, des blagues potaches et scato. On retrouve même des persos fétiches de sa série phare, les aliens tête de cul et Harale. Il faut aussi noter qu'il gagna le concours d'auteur avec ce titre, qui lui permit de visiter la Suisse. En janvier 1981, il dessine une micro-histoire nommée L'Évasion, micro car c'est une histoire de 4 pages en couleur. Une histoire de science-fiction sur un personnage traqué par des créatures étranges. En 1982, Toriyama est encore dans le top 10 des auteurs du magazine et doit dessiner rapidement une nouvelle histoire en 45 pages. Il dessine ainsi Mad Matic. Il s'agit de l'histoire d'un garçon nommé Pegasus à la recherche d'eau qui va tomber sur 2 sœurs, Nivea et Mui, qui gardent un immense frigo contenant un dangereux dragon. Après 2 ans de prépublication dans le Jump, on ressent une réelle progression de l'auteur, son trait est plus net et précis. On le voit aussi pas mal progresser dans le design des véhicules et des robots. En octobre 1982, il dessine Pink, les pirates de la pluie. L'histoire de Pink, une jeune fille qui vit dans une ville où il ne peut plus depuis 1 an. Elle attaque régulièrement des convois d'un mafieux qui vend à prix d'or de l'eau. Après Mad Matic, Toriyama semble délaisser tout doucement l'humour pour de l'action. Son style gagne aussi en dynamisme. Il commence aussi tout doucement à distiller des idées qui seront récurrentes dans ses récits. La recherche de ressources indispensables à notre survie, l'eau. Avec en plus de ça une histoire de ressources accaparées par un puissant qui sera réutilisée plus tard dans Sandland. En février 1983, il écrit Chobit, qu'il dessine car, encore une fois, il a gagné le concours des 10 meilleurs dessinateurs du magazine.
C'est l'histoire de Mugifune Yamano, un policier de la campagne qui va croiser Chobit, une alien de la planète Micron, avec qui il va vivre des aventures durant plusieurs chapitres, ainsi qu'une suite quelques mois plus tard intitulée sobrement Chobit 2. L'action et l'humour sont toujours très présents, ainsi qu'une bonne dose d'érotisme avec une Chobit, souvent en tenue d'Ève. L'auteur a à plusieurs reprises précisé que dessiner Dr. Slump était laborieux en raison de devoir continuellement proposer des histoires courtes et de trouver des nouveaux gags. Est-ce que ce titre n'était pas une tentative pour démarrer un nouveau manga? Malheureusement, il précise dans les histoires courtes que ce manga n'a pas rencontré de succès. On est maintenant en août 1983, il dessine l'histoire Dragon Boy. L'histoire de Tanton, un jeune garçon adepte d'arts martiaux qui doit escorter une princesse dans son royaume. Vous le comprenez à l'image, vous le comprenez au titre, il s'agit du prototype de ce que sera Dragon Ball. Toriyama commence à mettre en case des scènes d'action inspirées des films de Jackie Chan. On retrouve ici énormément d'éléments du début de son futur titre phare. Je vais essayer d'en citer un maximum, mais je risque d'en oublier. On a les décors de montagnes chinoises, un maître vicieux, des animaux polymorphes, une jeune fille pénible et des blagues sur son corps dépourvu de zizi, le héros qui a une particularité physique différente des autres, à savoir des ailes de dragon. Rien qu'au titre, on sait que c'est un proto-Dragon Ball, mais en le lisant, c'est encore plus flagrant. On avance en novembre 1983, il dessine cette fois Tongpu, l'histoire d'un cyborg du nom de Tongpu, qui arrive sur une planète et va rencontrer une jeune fille. L'auteur revient ici sur ses univers de SF et prépare encore une fois ce que sera Dragon Ball. On y retrouve les capsules de la Capsule Corporation qui sont un petit peu différentes dans leur utilisation. Un personnage qui vient sur une planète pour l'étudier et la coloniser, ça vous rappelle pas des Saiyans ça? Et il y a aussi ce fameux duo entre un garçon naïf et une jeune fille au caractère bien trempé. On arrive ensuite en novembre 1984, et comme je le disais juste avant, Akira Toriyama va reprendre les idées de Tongpu et de Dragon Boy, et pouf, ça va faire des chocs à pic, mais surtout, Dragon Ball. Seconde série de l'auteur qui fait suite à son énorme succès Dr. Slump. Pour rappel, il a commencé cette série à 25 ans, et est devenu en moins d'une dizaine d'années, une des grandes stars du magazine, vendu aujourd'hui à plus de 35 millions d'exemplaires dans le monde. Dragon Ball, je ne ferai pas l'affront de faire un résumé, mais pour faire simple, on va suivre Sangoku, jeune garçon à queue de singe, qui va parcourir le monde pour trouver les 7 Dragon Ball qui, une fois réunis, permettent d'exaucer un vœu. Cette série, c'est 10 ans de la vie de son auteur, 42 tomes, 519 chapitres, un animé devenu plus que culte pour plus d'une génération d'otaku, des suites à tire-larigot et des wagons entiers de produits dérivés. Comme je disais avec Dragon Boy, Toriyama s'est inspiré des films d'action de Jackie Chan pour les scènes d'action, chose qui se confirmera avec le personnage de Jackie Chun, qui est une référence à Jackie Chan. J'adore le tout début de Dragon Ball, et qui est communément appelé par tout le monde la partie non Dragon Ball Z. J'aime son humour hérité de Dr. Slump qu'il y a au début de la série, qui reste ensuite subtil par la suite avec une race de super guerriers au nom de légumes ou un commando nommé comme les produits laitiers, ainsi que le personnage d'Hercule Satan qui est un retour à ce burlesque. On peut aimer ou non l'auteur, trouver des défauts dans l'écriture et les facilités avec les transformations, des incohérences et j'en passe. Je pense que personne ne peut critiquer Dragon Ball sur son découpage et Toriyama sur son sens du rythme. Je vais me faire l'avocat du diable, mais on peut remercier Dr. Slump. Je pense que ce sens du rythme, du bon timing dans son découpage, il l'a hérité du gag manga, où le rythme va à 100 à l'heure. Je suis persuadé qu'il a acquis ce découpage simple et efficace avec un manga où il devait, en une vingtaine de pages, raconter une histoire et un gag et conclure tout ça. J'aime aussi comment l'auteur réutilise ses grands amours de la science-fiction avec des technologies loufoques comme les capsules, jusqu'à partir dans un délire de science-fiction, voire de space opéra pur jus.
Il arrive même à caser ses peurs liées aux ressources avec Nam qui participe à un tournoi pour acheter de l'eau, ou encore les Namek qui auraient fui leur planète devenue inhospitalière. En parallèle de Dragon Ball, encore une fois, Toriyama va continuer à produire beaucoup de one-shots. Vous savez, hein, le classement, le top 10, etc. En 1986, il dessine Mr. O, l'histoire d'un soldat qui tombe amoureux d'une fermière et qu'il va aider en affrontant des truands locaux. Pas grand chose à dire sur ce titre, on est dans la droite lignée de ce que fait Toriyama, la campagne, des êtres animorphes, des véhicules volants ou non, le tout avec un héros qui est une copie de Yamcha. On retrouve aussi une organisation militaro-criminelle qui ressemble à l'armée du ruban rouge. En avril 1987, il écrit la mini-histoire en couleur Lady Red. On y suit Lady Red, une justicière qui combat le mal et finit souvent victime d'actes non consentis. Si Chobit montrait un côté érotique, ici on est sur du manga pour adultes avec des scènes plus qu'explicites. Il y a le côté cartoon qui peut faire diminuer les scènes, mais ça reste un titre très étrange dans la bibliographie de son auteur. En août 1987, il va écrire Kenosuke, l'histoire d'un petit samouraï qui se rend à un rendez-vous galant sans savoir de quoi il s'agit. Ici, Toriyama s'essaye un manga très décalé. Il s'agit d'une œuvre qui se veut historique, avec les décors, les tenues, tout ça, mais il y a la présence d'un homme cochon. Et même le personnage principal, il est très sérieux, ce qui crée un énorme décalage avec ses demandes de savoir c'est quoi un rendez-vous galant. En janvier 1988, Toriyama écrit Shonsho, où on va suivre Shonsho, un petit vieux, maire de sa ville, qui poursuit un voyou en 4x4 pour lui apprendre à jeter ses déchets. En apparence, l'histoire est peu intéressante, mais quand on dézoome la loupe des œuvres de Toriyama, on retrouve encore ces messages écologiques. Une fois qu'on a dit ça, on a un petit peu tout dit, car ça fait partie de ces histoires où il n'y a pas grand chose à dire de plus. En 1988, le mangaka dessine Mamejiro, l'histoire d'un garçon qui décide de devenir voyou après que son père ait mangé sa glace. Comme Shonsho, pas grand chose à dire sur ce titre. En février 1989, il réalise l'histoire Soramaru, l'histoire d'un petit ninja qui va apporter des champignons à son papy, une version moderne et ninja du petit chaperon rouge. Il faut aussi noter que le héros de ce titre est la copie conforme de Kenosuke le petit samouraï, et qu'on retrouve aussi le délire de ninja nul qu'on avait avec le ninja violet de la tour du muscle durant l'arc du ruban rouge. La même année, il va écrire une petite histoire de 5 pages autour de Rocky, un gros monsieur au style britannique qui fume la pipe, qui conduit sa voiture et qui a un accident de voiture. En 1990 sort un artbook du nom d'Akira Toriyama, The World. Dedans, on retrouve une histoire inédite du nom de Wolf, où l'auteur, via son artbook, raconte l'histoire de Wolf, un loup à moto qui vit sa vie, le tout sur quelques pages entièrement en couleur. En décembre 1990 à mai 1997, Toriyama va dessiner pour le V-Jump 3 histoires courtes autour de Cashman. C'est l'histoire de Jiora, un policier de la planète Télévision, qui s'écrase sur Terre alors qu'il poursuivait un criminel. Sur Terre, il prend l'identité d'un policier et devient, quand le besoin se fait sentir, Cashman, le héros qui agit que sur rémunération. Développé en 3 chapitres, adapté en film et même repris par un assistant en histoire plus longue, l'auteur revient à l'espace et développe une idée de police de l'espace qu'il reprendra des années plus tard. Dans le V-Jump, il va aussi produire de novembre 1992 à avril 1993 les histoires de Dub et Peter, qui cherchent à plaire aux filles et décident pour ça de construire un super bolide. Avec ce titre, c'est impressionnant de voir qu'il aura fallu attendre aussi longtemps à Toriyama pour écrire un titre centré sur des véhicules. Le mangaka étant un féru de voitures, dessinant à de très nombreuses reprises ces personnages à bord de voitures, motos et autres véhicules à moteur. Après ça, toujours dans le V-Jump, de juillet 93 à octobre 94, il va écrire un paquet d'histoires en 4 ou 5 pages de Gogo Hackman pour un total de 11 épisodes. Dedans, on va suivre Hackman, un petit démon qui a pour mission de ramener des âmes au roi des démons pour gagner de l'argent.
Ce sont des histoires sympas et mignonnes, avec un démon pas si méchant, qui est un gimmick, qui va revenir dans plusieurs futurs titres de l'auteur. Il y a aussi un ennemi plus méchant que Hackman, en la présence d'un ange, chose qui sera réutilisée dans la série animée Sandland. Le style est beaucoup plus SD et rappelle un petit peu ce qu'il faisait dans Lady Red. Il y a même cet humour un petit peu plus polisson, avec des blagues très graveleuses, on va le dire. Hackman étant extrêmement timide, beaucoup d'histoires se finissent avec des blagues en dessous de la ceinture. Et des fois, on voit même ce qu'il y a en dessous de la ceinture. On avance dans le temps, on passe les années 95, et ça y est, Dragon Ball se termine. Et on arrive en août 1996, soit un an après la fin de Dragon Ball, terminée en juin 95. Toriyama dessine 2 histoires d'aliens XPK. L'histoire de PK, un alien qui vient étudier la Terre pour potentiellement la coloniser. Il y a des idées d'un alien qui vient sur Terre et oublie sa mission, qui rappelle presque 20 ans plus tôt un certain Jaco, sinon rien de plus glorieux à dire dessus. La même année, il va dessiner Tokimeka, une histoire en 3 chapitres d'une jeune fille qui invente une machine à remonter le temps et qui arrive en pleine préhistoire, où elle fera la rencontre d'un jeune garçon de cette époque. Encore une fois, une histoire sans énormément d'intérêt. On retrouve une dynamique de duo qui rappelle le début de Dragon Ball, avec une fille belle et intelligente comme Bulma, qui va rencontrer un jeune garçon niais et fort comme Goku. En avril 1997, il dessine Majin Mura no Bubule. L'histoire de Bubule, un jeune monstre vivant dans une dimension peuplée de monstres. Toriyama réutilise son univers de monstres gentils initiés dans Gogo Hackman dans une histoire sympathique où les monstres sont gentils et les humains sont des méchants. Chose qu'il va réutiliser en octobre 1997, où il commence à dessiner jusqu'en février 98 son premier one-shot, Kowa. L'histoire de Paifu, un petit vampire qui vit dans un village de monstres. Avec ce titre, Toriyama revient à ses premiers amours, les lieux isolés. Comme je le disais, il a aussi réutilisé le concept de gentil monstre venu d'Hackman, qu'il a dû conforter avec Bubule, qu'on retrouve même en compagnon de Paifu avec un monstre qui ressemble énormément à Bubule. Dans ce titre, il va être question de voyage initiatique pour trouver un médicament et un bon paquet de calembours autour d'objets ronds et de noms de son ami catcheur Maruyama. Chose qui sera réutilisée quelques mois plus tard dans le one-shot Kajika, sorti de juillet à septembre 1998. L'histoire de Kajika, un jeune garçon maudit par un renard qui va devoir sauver 1000 animaux. Avec ce titre, Toriyama retourne sur une histoire d'action, bête et méchante. C'est sympa, mais ça n'arrive pas à ne serait-ce qu'égaler Dragon Ball. Mais on retrouve encore une fois un message écologique avec cette idée de protéger la nature, avec ici les animaux. En janvier 1998, il va aussi dessiner Aigyo no Mahi Mai, l'histoire d'un petit triton nommé Sui-Sui qui va rencontrer d'autres créatures marines. Avec ce titre, Toriyama part dans un registre inédit, que ce soit sur la forme comme le fond. Sur la forme, on est dans un univers sous-marin, chose très peu vue dans sa bibliographie. Sur le fond, le titre se veut légèrement ludique avec des explications sur les créatures rencontrées. En avril 1999, il va dessiner la première histoire sur son personnage Nekomajin, qui reviendra à plusieurs reprises dans le Weekly et Monthly Shonen Jump entre 1999 et 2005. D'abord avec 3 histoires indépendantes sorties entre 1999 et 2003, il transformera ensuite l'histoire en créant une sorte de pseudo-continuité parodique de Dragon Ball où viendront tour à tour le fils de Freezer, Vegeta, Boo et même Goku. Le tout avec un retour au personnage quasi annuel, sortant les 5 parties de Nekomajin Z entre 2001 et 2005. Ensuite, il démarre l'an 2000 avec Yotam. L'histoire de Yotam, qui vit au-dessus des nuages et qui un jour descend sur Terre pour chercher un œuf. L'histoire est dans la droite lignée des titres humoristiques de Toriyama, avec la récompense de l'œuf qui n'est qu'un simple repas pour Yotam. On y retrouve comme unique menace un homme qui ressemble à un brigand vu dans Kowa, qui finira rapetissé. En juin de la même année, il va dessiner Sandland, l'histoire de Belzébub, prince des démons,
qui va partir dans un road trip pour trouver une source d'eau dans un pays dont la ressource est accaparée par le roi. On retrouve les démons gentils qu'on a déjà vus dans Hackman et Kowa, avec un légendaire prince démoniaque qui trouve maléfique de ne pas se laver les dents avant d'aller se coucher. Une histoire de recherche d'eau qui vient, encore une fois, consolider ce rapport que l'auteur a avec l'eau. De Pink en 1982 à Sandland en 2000, en passant par Nam et j'en oublie des moins évidents, c'est fascinant le rapport que Toriyama a avec la pénurie d'eau. En 2003, il va écrire le manga Tokyo the Angel, ou L'Ange Tokyo, qui est un ouvrage destiné aux plus petits qu'on appelle un Nao manga, et qui a la particularité d'avoir été écrit à la fois en hiragana et katakana pour simplifier la lecture aux plus jeunes. Le manga est entièrement en couleur avec un découpage extrêmement épuré, souvent avec 1 ou 2 cases grand max et beaucoup plus de texte car je pense que c'est un titre qui est destiné pour l'apprentissage de la lecture. Jusqu'en 2006, c'est le néant. Toriyama va juste revenir pour dessiner, enfin co-dessiner Cross Epoch avec Eiichiro Oda et Sho Kochikame avec Osamu Akimoto, des crossovers de son manga Dragon Ball avec les œuvres de 2 auteurs du Weekly Shonen Jump, One Piece d'Eiichiro Oda et Kochikame pour Osamu Akimoto. Là, c'est vraiment une œuvre purement commerciale, je n'ai rien d'autre à dire dessus. En mars 2007, il va dessiner Dr Mashirito et Abale-chan. Au vu du titre et des images, vous le comprenez. Après plus de 20 ans, Toriyama revient une nouvelle fois dans le village pingouin, où le fils du grand docteur Mashirito invente encore une fois un androïde calqué sur Arale, Abale. En japonais, son nom signifie violence ou bagarre, donc le personnage est beaucoup plus agressif que notre Arale chéri. En avril 2008, il va écrire Shachi-chan Gu, une histoire dessinée par Masakazu Katsura. 2 ans après les crossovers avec Oda et Akimoto, Toriyama, pour le lancement du magazine Jump SQ, va co-réaliser Shachi-chan Gu. L'occasion pour l'auteur de revenir encore une fois sur son univers spatial avec cette histoire de patrouilleur galactique. L'histoire est très simple, des aliens demandent de l'aide à une collégienne pour affronter des malfrats de l'espace. Avec son ami mangaka Katsura à qui on doit Video Girl Eye, Is ou encore Z-Man qui est au dessin, on a une histoire par moments plus érotique avec de nombreux plans de petites culottes et de fesses rebondies, des combats très sympathiques avec cette jeune fille qui devient une ninja super forte en mangeant des ramen. Le manga se finit aussi sur une note écologique avec un personnage qui va pouvoir redonner vie à une terre désertique. En 2009, il écrit Ochichima no Usama ou Delicious Iceland Mr. You. Une histoire humoristique où on retrouve un être similaire à Nekomajin qui va croiser des aliens qu'on retrouve dans plusieurs des titres précédents de l'auteur. Il s'agit d'un titre éducatif qui a été conçu pour une association d'aide parascolaire, d'où la présence de questions sur des problèmes, devinez quoi, environnementaux. L'auteur revient ensuite sur les personnages des patrouilleurs galactiques qui sont dans une autre histoire co-réalisée avec Masakazu Katsura, nommée Jia, sortie en décembre 2009. Si les patrouilleurs galactiques étaient plus que secondaires dans Shachi-chan, ici il est le personnage central. L'alien cherche à arrêter un confrère devenu maléfique. Et devinez quoi, l'alien a besoin d'une ressource pour recharger ses batteries. Il s'agit, roulement de tambour, de l'eau. 1 an plus tard, en 2010, il dessine Kintoki, l'histoire de Toki, un humain aux yeux dorés qui cherche une femme. Le personnage principal est dans la lignée des personnages niais de l'auteur, il cherche à trouver une épouse sans avoir jamais vu de sa vie une femme. Et je me demande si le personnage n'a pas servi de modèle pour Granola dans le manga Dragon Ball Super. Enfin, il produira sa dernière œuvre en juillet 2013, Jaco, le patrouilleur galactique. Toriyama réutilise son concept de patrouilleur galactique en l'associant à un préquel de Dragon Ball qui semble ici plus commercial qu'artistique. C'est sympa de voir l'histoire de Jaco, ce patrouilleur qui n'a d'élite que le nom, qui doit empêcher une menace d'arriver sur Terre. Le titre étant sorti à peu près la même année que le retour de Dragon Ball avec Battle of God,
J'y vois une histoire plus commerciale pour préparer le terrain à une décennie de séquelles Dragon Ballesques. Plus qu'une envie sincère de proposer une histoire qui va peiner à être les origines de Dragon Ball avant le dernier chapitre. Après ça, il sera la supervision de la suite de Dragon Ball avec une participation plus ou moins floue aux adaptations animées, qu'elles soient long métrage ou au format sériel, ainsi que le manga dessiné par Toyotaro. En conclusion, je ne sais pas vous, mais moi, j'ai adoré faire cette vidéo, de découvrir d'autres titres de Akira Toriyama. Je le prends personnellement, pendant très longtemps, Toriyama, c'était surtout Dragon Ball, Dr. Slump et quelques one-shots par-ci par-là. Et bien, avec cette vidéo, je me suis efforcé de découvrir tout ce qu'il avait produit qui n'était jamais arrivé en France, et surtout de mieux comprendre cet auteur qui est, pour moi encore une fois, l'auteur qui m'a fait tomber dans la potion magique des mangas. Avec ma relecture l'année dernière de l'intégralité de Dragon Ball en Perfect Edition, puis des one-shots, j'ai commencé à discerner certains thèmes récurrents qui revenaient dans les œuvres de Akira Toriyama, chose qui s'est confirmée en lisant toutes ces histoires courtes. Je vais me répéter, mais depuis 1982, avec Pink, Akira Toriyama a régulièrement distillé des propos écologiques dans ses œuvres. On pense au bien-être animal avec Kajika, on pense à tout ce qui a un rapport avec l'eau et à ses ressources avec le personnage de Nam dans Dragon Ball, mais surtout avec Sandland et d'autres one-shots, à commencer par Pink. Vraiment, on sent que Akira Toriyama, il avait des questions par rapport à l'écologie, et quand on prend du recul sur son œuvre, on se rend compte que très régulièrement, les personnages principaux ne sont pas des humains. J'ai l'impression que pour Akira Toriyama, le mal de l'humanité, c'est l'homme lui-même. Et c'est pour ça que quand on voit dans ses œuvres, la plupart des personnages principaux, les héros, ne sont pas humains à proprement parler. Arale, c'est un robot. Goku, il vient de l'espace. Et c'est un humain hybride avec une queue de singe. Donc, ils sont rarement humains à 100%. Et ça nous montre vraiment que pour Akira Toriyama, le méchant, c'est l'homme. Et le gentil, c'est le monstre qui n'est pas forcément humain. Il semble aussi beaucoup plus apprécier la campagne aux grandes villes. Quand on regarde toutes ses œuvres, on est très rarement dans un lieu extrêmement urbain. Les personnages sont souvent des campagnards ou vivent dans des villages reculés, sur une île, etc. Il y a rarement, alors de temps en temps il y a des petits passages où ils vont dans une grande ville, mais 90% on est dans des lieux désertiques, la forêt, la campagne, la montagne ou des petits hameaux. On est vraiment très rarement dans une ville style Tokyo. Et ça, encore une fois, pour moi, ça démontre le désintérêt de l'auteur pour les humains.